Bien, nous allons faire un petit peu de physique nucléaire, mais je n'ai ni le temps ni l'intention d'ailleurs de vous donner un vrai cours de physique nucléaire. Je veux juste vous donner les rudiments nécessaires pour que vous puissiez comprendre le fonctionnement de la caméra à positron. Bien, quelques mots sur l'histoire de la physique nucléaire. Tout a commencé en 1896 avec la découverte un peu fortuite faite par Henri Becquerel. Becquerel avait dans un tiroir de son bureau un minerai qui contenait entre autres de l'uranium et il s'est aperçu en fait que ce minerai avait réussi à impressionner une plaque photo qui traînait également dans son tiroir. Il est arrivé tout de suite à la conclusion que c'était un rayonnement très énergétique, encore plus énergétique que les ultraviolets et les rayons X qui venaient d'être découverts. Donc plus important que l'ultraviolet et les rayons X. Dans les années qui ont suivi, en fait, on repère trois grands noms. D'une part, le ménage Pierre et Marie Curie, hein, qui ont, entre autres, découvert deux nouveaux éléments chimiques, le radium et le polonium, celui-ci étant baptisé polonium en hommage au pays d'origine de Marie Curie, hein, qui était née Marie Sklodowska. Et un troisième nom dont on a déjà parlé, c'est Ernest Rutherford. Ce dernier, entre autres, a fait l'expérience suivante. Il a pris une cellule qui contenait une source radioactive, donc j'ai du rayonnement qui sort de cette source. Il place un jeu de collimateurs pour définir une trajectoire bien précise, et donc il sélectionne finalement le rayonnement qui a pris une trajectoire bien nette, telle que celle-ci. Et maintenant, derrière le jeu de collimateurs, il place un champ magnétique. Je prends un champ magnétique ici qui rentre dans l'écran et il s'aperçoit en fait que le rayonnement qui venait de la source se sépare en trois. Il y a d'une part un rayonnement qui part ici vers le haut avec un rayon de courbure relativement grand. Du fait qu'il tourne dans ce sens-là, ça veut dire manifestement qu'on a affaire à une particule positive. Et Rutherford va appeler ça le rayonnement alpha. On va découvrir plus tard que ceci n'est rien d'autre que le noyau de l'atome hélium, mais en l'occurrence ici c'est l'hélium 4. J'expliquerai la nomenclature plus tard. De l'autre côté, il s'aperçoit qu'il a un rayonnement qui tourne dans l'autre sens avec une trajectoire beaucoup plus courte, et comme il tourne dans ce sens-là, c'est manifestement un rayonnement qui est négatif. Il va appeler ça le rayonnement bêta, pour être précis, c'est bêta moins, et on va découvrir plus tard que ces bêta moins ne sont rien d'autre que des électrons. Et puis un troisième rayonnement qui, lui, n'est pas dévié. On va découvrir après, donc ça, il appelle ça le rayonnement gamma, c'est un rayonnement électromagnétique. C'est celui-là, en fait, qu'avait trouvé Becquerel. D'autre part, on a déjà parlé d'un autre travail fait par Rutherford de 1911 à 1913 et qui était arrivé à la conclusion, donc toujours Rutherford, donc qui était arrivé à proposer l'existence d'un noyau très très petit, beaucoup plus petit que l'atome, et qui contiendrait pratiquement toute la masse de l'atome et toute la charge positive de l'atome. Le plus petit d'entre eux, c'est bien sûr le noyau qui est au cœur de l'hydrogène léger, qui est 1H, et ce noyau, c'est une particule que l'on appelle le proton. On a pendant un certain temps cru que ceci était une particule élémentaire au même titre que l'électron. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas vrai. Moi, j'en ai déjà parlé quand on a vu l'électrostatique. En fait, on sait que ce proton est un assemblage de 3 quarks. Bien, à cette époque-là, en fait, ce sont les deux seules particules connues
il y a d'une part le proton, d'autre part l'électron. On ne connaît rien d'autre. Si je prends un noyau en général, prenez un élément de masse A, eh bien, en fait, on sait que la masse, c'est à peu près A fois la masse du proton. A est ce qu'on appelle le nombre de masses. D'autre part, on sait que la charge de ce noyau est égale à Z fois E positif. Et, à part justement le cas exceptionnel du proton, on a toujours que A est plus grand que Z. Je mets le signe d'égalité à cause du proton. Donc, comment finalement expliquer ce qu'il y a dans ce noyau? Eh bien, on a longtemps cru en fait qu'un noyau était constitué de A protons plus A moins Z électrons. Si vous faites le compte, ceci est tout à fait correct. Vous voyez qu'en fait, j'arrive à expliquer convenablement la masse d'un noyau et la charge du noyau. Mais seulement, en fait, ce petit modèle donnait des sérieuses difficultés théoriques. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais en fait, manifestement, ce modèle avait du plomb dans l'aile. Donc, il fallait absolument résoudre ce problème. Et il a fallu attendre à peu près une vingtaine d'années. Ce n'est qu'en 1932 que le physicien britannique James Chadwick a résolu le problème en découvrant le neutron, dont le symbole est simplement petit n. Les propriétés du neutron, c'est que la masse du neutron est pratiquement identique à la masse du proton et la charge du neutron, comme son nom l'indique, est égale à 0. Donc on en vient maintenant à la constitution de ce que c'est qu'un vrai noyau. Donc si je prends une espèce bien particulière de noyau, on appelle ça un nuclide. Donc, dans ce nuclide, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai d'une part un certain nombre de protons. Donc, j'ai Z protons. Et je continue à remplir ce noyau en mettant un certain nombre de neutrons. N'oubliez pas qu'on est dans un monde quantique où localiser une particule n'a strictement aucun sens. Tout ce que vous savez, c'est que dans cet espace-là, il y a un certain nombre Z de protons et un nombre N de neutrons. Et tout ce qu'on peut faire, c'est calculer des probabilités de présence de ces particules à tel ou tel endroit dans le noyau. Si vous faites la somme de tout ceci maintenant, vous avez en fait A qui est égal à Z plus N, et quand on ne fait pas la distinction entre protons et neutrons, on appelle ça des nucléons. Si vous voulez, protons et neutrons, c'est des prénoms, tandis que le nom de famille, c'est nucléon. Comment va-t-on nommer maintenant un noyau? Eh bien, on va prendre d'une part le nom de l'élément chimique, ça c'est X. On va mettre en indice supérieur gauche le nombre de masses. En indice inférieur gauche, le nombre Z, et en indice inférieur droit, le nombre de neutrons. Pour donner un exemple concret, prenez par exemple le calcium 40. Le calcium 40, pour être complet, je devrais le noter 20-20. Mais vous voyez que cette écriture est surabondante. En effet, on est tous capables de faire une soustraction. Donc, on sait bien que si ce noyau a 40 nucléons et qu'il a 20 protons, automatiquement, en faisant la différence, vous avez le nombre de neutrons. Donc, ce n'est pas la peine de l'indiquer. Donc, je pourrais très bien écrire calcium 40
20. Mais comme vous connaissez tous la table de Mendeleïev par cœur, vous savez très bien que le calcium a un Z égal à 20. Donc, ce n'est pas la peine non plus de noter 20 à partir du moment où vous connaissez l'élément chimique. Donc, on peut encore raccourcir cette expression en parlant du calcium 40. De la même manière, moi, si je prenais le nom complet de l'uranium 238, j'ai ici 92 protons et j'ai 146 neutrons. Et de nouveau, en abrégé, il suffit d'écrire qu'on a affaire à l'uranium 238. Quelques exceptions à cette nomenclature. Pour certains noyaux légers, prenez par exemple le noyau de l'hydrogène léger, donc le nom étant un H, il n'a qu'un proton, il n'a pas de neutron, ceci, donc, c'est le proton. L'hydrogène lourd, donc ça c'est H2, donc vous voyez cette fois-ci, comme c'est un hydrogène, forcément je sais qu'il a un proton, mais il a également un neutron. Ceci c'est en fait le deuton. Le troisième hydrogène, celui-là, il est instable, c'est la particule, c'est le triton. Le gaz d'hydrogène constitué de noyaux de triton, c'est ce qu'on appelle le tritium. De la même manière que pour l'hydrogène lourd, en fait, c'est le gaz, c'est le deutérium. Et enfin, dernière exception, l'hélium 4, qui a 2 protons et 2 neutrons, c'est la fameuse particule alpha dont on a déjà parlé. Petite propriété qu'il faut savoir, c'est que la force nucléaire qui lie les protons et les neutrons, et on appelle cette force l'interaction forte, que l'on notera en abrégé IF. Mais faites attention, il faut impérativement le mettre en majuscule, vous comprendrez plus tard pourquoi. Eh bien, cette force ne fait aucune distinction entre protons et neutrons. Donc, pour l'interaction forte, nous avons simplement des nucléons. Un point, c'est tout. Mais bien sûr, dans un noyau, puisque nous avons un certain nombre de protons et que ces protons sont chargés, on sait que non seulement nous aurons dans le noyau donc l'interaction forte qui va être prédominante, mais nous aurons également une force répulsive entre tous les protons, qui auront tendance à se repousser. Maintenant, quelle est la population des différents nuclides? Je vous montre tout de suite la carte des nuclides, ou le tableau des nuclides. Donc, dans ce tableau, vous voyez qu'on a mis en abscisse le nombre Z, le nombre de protons, et en ordonnée le nombre de neutrons. Donc, à chaque fois que vous regardez ce tableau des nuclides, faites bien attention parce que il n'y a pas une convention générale. C'est-à-dire que parfois, on met Z en abscisse et au contraire, parfois, on met N en abscisse. Donc, vous aurez cette courbe qui va ici vers le haut, ou bien au contraire, qui aura tendance à pencher ici vers le bas. En l'occurrence ici, donc voilà comment se présentent les noyaux. Bien, dans cette table, en fait, chaque petit rond que vous voyez représente un nuclide qui existe. Soit il existe dans la nature, soit il a été créé par l'homme. En fait, tous les petits ronds noirs, tous les petits points noirs que vous voyez sont des nuclides stables, qui existent dans la nature.
tandis que chaque petit rond blanc, ce sont en fait des nuclides instables qui n'existent pas normalement dans la nature et donc qui ont été créés par l'homme auprès des réacteurs nucléaires. C'est le cas ici des noyaux très lourds, au-delà de l'uranium, ou bien auprès des accélérateurs. Ce sont tous les noyaux que vous voyez ici, tous les petits ronds blancs. Ça fait déjà quelques milliers de nuclides qui sont connus de nos jours. Avec quelques éléments dont vous avez tous entendu parler, vous avez ici l'uranium 238, donc ça c'est le noyau le plus lourd que l'on trouve dans la nature à l'heure actuelle. L'uranium 238 qui a une période, j'expliquerai ce que ça veut dire plus tard, prenez ça comme étant un temps de vie à peu près, qui vaut 4,5 milliards d'années. L'uranium 235 qui lui vit 700 millions d'années, et vous avez ici le thorium 232 qui vit 14 milliards d'années, ce qui est l'âge de l'univers. Bon, c'est accidentel, il n'y a aucune raison spéciale à ça. Un autre noyau qui est très connu, c'est le carbone 14, qui est radioactif et qui est créé en permanence dans l'atmosphère par le rayonnement cosmique, notamment le rayonnement qui vient du Soleil. Ce carbone 14 vit 5700 ans et il est très connu parce que c'est un outil qui est fort utile pour l'archéologie. On trouve dans les murs, tous les murs en béton par exemple, du potassium 40 qui vit 1,3 milliard d'années. Lui aussi donc est un élément radioactif mais naturel. Bien, quelle est la grande tendance en fait ou bien les grandes tendances de ce graphe? Vous voyez que si A est plus petit que 40, à peu près 40, vous voyez en fait que le nombre de neutrons est égal au nombre de protons. Donc nous avons N qui est très proche de Z. Donc le noyau a tendance à avoir autant de protons que de neutrons. En revanche, dès que vous allez vers des noyaux plus lourds, vous avez que N augmente par rapport à Z. Donc, N sur Z a tendance à augmenter. Et si je suis aux alentours de l'uranium, eh bien, on s'aperçoit que le nombre de neutrons est à peu près de 1,5 fois Z. En effet, regardez de nouveau l'uranium 238. Nous avons 92 protons et 146 neutrons. À quoi est-ce dû ceci? Eh bien, n'oubliez pas que dans le noyau, il n'y a pas que l'interaction forte, il y a aussi la répulsion coulombienne. Donc, si un noyau a tendance à grossir, il a tout intérêt, bien sûr, à avoir plus de neutrons que de protons, puisqu'entre les neutrons, on n'aura pas justement cette répulsion coulombienne. Alors, un tout petit peu de nomenclature pendant qu'on y est. Si je prends une ligne verticale, donc si je prends une ligne verticale, ça veut dire que je travaille avec le même Z. On appelle ça la famille correspondante, on appelle ça les isotopes. Vous pouvez par exemple avoir tous les isotopes du carbone. Le carbone le plus abondant, c'est le carbone 12, qui est symétrique. Il a 6 protons et 6 neutrons. Son voisin, c'est le carbone 13. Comme c'est un carbone, évidemment, il doit avoir le même nombre Z, mais lui a 7 neutrons. Puis nous avons le fameux carbone 14 dont on a parlé, qui lui donc a toujours 6 protons, bien sûr, et 8 neutrons. Et à l'heure actuelle, auprès des accélérateurs, on est allé jusqu'au carbone 20. Vous vous rendez compte que lui a 6 protons et 14 neutrons. Et bien sûr, vous pouvez continuer de l'autre côté, on a le carbone 11, le carbone 10. Donc tout ça sont des isotopes du carbone. Donc la physique nucléaire, bien sûr, voit la différence entre ces nuclides, alors que la chimie ne le voit pas. En effet, la chimie ne joue qu'avec les électrons, avec le cortège électronique. Or, ce sont tous des carbones. Donc les propriétés chimiques de tous ces isotopes seront rigoureusement identiques. Une autre coupe que l'on peut faire, c'est une coupe en diagonale, comme ceci.
Ça veut dire en fait que cette fois-ci, je travaille avec tous les noyaux qui ont le même A. On appelle ça des isobars. Si je prends par exemple de nouveau les isobars qui contiennent entre autres le carbone 12, eh bien vous voyez qu'à droite de celui-ci, je vais avoir l'azote 12, qui lui aura 7 protons et 5 neutrons. Le suivant sera l'oxygène 12, qui aura 8 protons, mais il n'aura que 4 neutrons. Et je peux continuer. De la même manière, de l'autre côté, je vais avoir le bore 12, qui lui aura 5 protons et 7 neutrons, et puis je peux encore continuer ici avec le béridium 12, et ainsi de suite. Je vais faire un zoom maintenant en fait ici sur les tout premiers, donc sur les nuclides les plus légers. Donc vous avez ici, oui, vous voyez que ici on a pris justement N en abscisse et Z en ordonnée. Donc les isotopes ici sont sur une ligne horizontale et plus une ligne verticale. Vous avez ici par exemple toute la famille des héliums, ici tous les lithiums, tous les excusez-moi, tous les bérylliums, et ainsi de suite. Ça ne se voit pas très bien, j'ai essayé de les encadrer, vous voyez en rouge. Donc tous les éléments qui sont encadrés en rouge sont les éléments stables. Les autres, donc au-dessus ou en dessous, sont des éléments radioactifs, qui eux ont envie évidemment de devenir stables. Et la nature justement a trouvé des trucs pour ramener ces éléments sur ce qu'on appelle la vallée de stabilité. Donc ceci, c'est la ligne ou la vallée de stabilité. Avant de parler justement de ces modes de transmutation qui permettent de rejoindre cette ligne de stabilité, je voudrais dire quelques mots sur deux types de désintégration dont on ne parlera plus dans la suite. La première, c'est la désintégration alpha. Qui est rare pour les éléments légers, mais c'est presque une généralité pour les éléments très lourds, justement du côté de l'uranium et du thorium. Si je prends l'exemple justement de l'uranium 238, il va se désintégrer en thorium 234 en émettant une particule alpha. La particule alpha, souvenez-vous, a 2 protons et 2 neutrons. Donc vous voyez que dans ce genre de désintégration, le nombre de protons et le nombre de neutrons sont tous les deux conservés. Le deuxième type de désintégration dont on ne parlera plus dans la suite, c'est la désintégration, qui porte d'ailleurs très mal son nom, je trouve, désintégration gamma. On ferait mieux d'appeler ça la désexcitation gamma. Ceci, en fait, est le pendant de ce qu'on a en physique atomique. Vous savez qu'en physique atomique, vous pouvez très bien exciter un atome en prenant des électrons sur des niveaux plus liés, vous les mettez sur des niveaux moins liés, et après ça, les électrons vont retomber vers les états plus liés, en émettant de la lumière. Eh bien, vous avez le même phénomène en physique nucléaire. Je peux prendre, par exemple, le noyau de lithium 6, et je peux le mettre dans un état excité. Donc je prends un proton ou je prends un neutron et je le mets sur un niveau moins stable. Après ça, évidemment, ce proton ou ce neutron va redescendre vers un état plus stable en émettant un photon. Ce photon, c'est justement le rayonnement gamma. Donc, j'aurai après ça un lithium 6 plus stable, par exemple dans son état fondamental, on appelle ça en anglais ground state, l'état fondamental, plus le rayonnement gamma. Donc ceci est un photon qui en toute généralité est un photon très énergétique, qui a des centaines de keV et très souvent plusieurs MEF. Donc on est très loin bien sûr des énergies que l'on trouve dans la désexcitation d'un atome en physique atomique. Et puis, et c'est ça qui nous occupe ici,
il y a ce qu'on appelle la désintégration bêta. Alors, quelques exemples de désintégration bêta. Vous avez par exemple l'hélium-6. L'hélium-6 se désintègre en lithium-6 en émettant un électron plus un antineutrino. Ceci se fait en général avec un temps moyen de 0,8 secondes. Donc l'hélium-6 doit être créé auprès d'un accélérateur, par exemple, et très très rapidement, il va se désintégrer en lithium-6. Donc vous voyez ce qui se passe ici. Au départ, j'avais 2 protons et 4 neutrons, et en fait, je vais convertir un neutron en proton. Et donc ceci va devenir 3,3. Mais comme il faut conserver aussi la charge, eh bien vous voyez en fait que le neutron s'est transformé en proton et il émet un électron. Électron qu'il a dû créer, cet électron n'existait pas. Plus une particule neutre, pratiquement sans masse, que l'on appelle le neutrino, ou en l'occurrence ici l'antineutrino. Le deuxième type de désintégration, c'est la transformation suivante. J'ai par exemple de l'azote 13, 7,6, et ceci va devenir du carbone 13, 6,7. Donc vous voyez que c'est le contraire de tout à l'heure. Cette fois-ci, c'est un proton qui devient un neutron, mais de nouveau, il faut conserver la charge électrique. Ceci se fait par l'émission d'un positron, et cette fois-ci d'un neutrino. Ne retenez pas la différence entre un neutrino et un antineutrino, ça n'a strictement aucun intérêt. Ceci se fait en moyenne en 10 minutes. Ici, c'est ce qu'on appelait la désintégration bêta-. Ça, c'est la désintégration bêta+. Troisième exemple, prenez le béridium-7, qui a envie de devenir un lithium-7. Il se fait que la masse du béridium-7 est plus lourde et plus grande que la masse du lithium-7. Donc, en soi, ce serait possible. Mais attention, regardez bien ce qu'on a dit sur la désintégration bêta. À chaque fois, il faut créer soit un électron, soit un positron. Or, il se fait que le béridium-7, c'est vrai, est plus lourd que le lithium-7, mais il est plus léger qu'un lithium-7 plus un électron ou un positron. Donc, vous voyez que c'est impossible. Eh bien, la nature a trouvé une autre astuce. En fait, ce qu'elle va faire, c'est prendre un électron, mais cette fois-ci un électron qui existe, un électron atomique, et ceci va donner du lithium-7 plus un neutrino. Retenez de manière générale que quand vous avez une réaction nucléaire ou bien une réaction entre particules élémentaires, par exemple, vous pouvez toujours prendre un constituant de la réaction, le mettre de l'autre côté de l'équation, mais en changeant la particule en antiparticule. Donc vous voyez qu'a priori, en fait, j'aurais bien voulu que ce soit béridium-7 donne un lithium-7 plus un positron et un neutrino, mais ce n'est pas possible. Eh bien, plutôt que d'avoir un positron à droite, je prends un électron à gauche. Ceci est difficile à réaliser. Pourquoi? Parce que l'interaction dont on parle, la désintégration bêta, est une interaction à très très courte portée. Ça veut dire en fait que vous devez profiter du passage de l'électron vraiment tout près du noyau. Or, vous savez, vous avez vu ça en chimique, que la probabilité de présence de l'électron atomique au niveau du noyau n'est pas nulle, mais elle est très très faible. Et c'est pour ça qu'en fait ce processus-ci dure 57 jours. Donc, tous les modes dont j'ai parlé ici, ces trois modes-là, donc qui donnent lieu à ce qu'on appelle la désintégration bêta, ceux-ci en fait utilisent un autre type d'interaction,
c'est ce qu'on appelle l'interaction faible. Comme c'est long à écrire, on aime bien l'écrire en abrégé, mais en abrégé, ça ferait IF. Attention, on a déjà utilisé IF pour l'interaction forte. C'est pour ça que quand on parle de l'interaction faible, cette fois-ci, on le met en minuscule. Bien, de manière générale, en fait, si vous regardez maintenant les 4 interactions fondamentales qui existent dans la nature, vous avez une hiérarchie. La plus forte d'entre elles, c'est l'interaction forte. C'est celle qui apparaît, par exemple, si vous avez un triton plus un proton, on fait ça auprès d'un accélérateur, et ceci devient un deuton plus un deuton. Donc vous voyez que dans ce genre de réaction, d'une part, je n'ai pas de photon. S'il y avait un photon, ce serait de l'électromagnétisme. Et je n'ai pas non plus d'électrons ou de neutrinos, ce qui serait la signature de l'interaction faible. Donc ici, on joue uniquement avec des nucléons. Et vous remarquez d'ailleurs que le nombre du nucléon de chaque espèce doit être conservé. Vous conservez le nombre de protons et vous conservez le nombre de neutrons. Un autre exemple, je prends un deutérium que j'envoie avec un accélérateur sur du lithium-6, ceci peut devenir un proton plus un lithium-7. Donc j'ai un neutron qui a été transféré du deuton sur le lithium-6. Ceci, l'interaction forte, est beaucoup plus importante que l'interaction électromagnétique. Un exemple d'interaction électromagnétique, ce serait par exemple D plus D donne alpha plus gamma. Je ne peux pas avoir de D plus D donne un alpha, tout seul, sans rien d'autre. Pour 2 raisons. C'est que d'une part, ceci est une réaction exothermique, et il faut bien se débarrasser du trop-plein d'énergie. Et d'autre part, il n'y aurait pas moyen de conserver à la fois l'énergie et la quantité de mouvement. Donc vous devez avoir une deuxième particule dans la voie de sortie. Et donc, en l'occurrence, c'est un photon. Et donc c'est lui qui va prendre avec lui donc toute l'énergie qui a été dégagée par cette fusion de 2 deutons pour former une particule alpha. L'électromagnétisme lui-même, aux basses énergies, aux énergies habituelles, je ne parle pas auprès des grands accélérateurs où on est à des énormes énergies, donc aux énergies typiques du noyau, de la physique nucléaire, l'électromagnétisme est beaucoup plus importante que l'interaction faible. Exemple d'interaction faible, j'en ai déjà parlé il y a quelque temps, c'est entre autres la réaction primordiale dans le Soleil, c'est proton plus proton donne un deuton plus un positron plus un neutrino. Et je vous ai dit en fait que ceci est très difficile à réaliser, mais le Soleil ayant une masse gigantesque, lui, il y arrive. Mais ça montre bien aussi que l'interaction est relativement faible. N'oubliez pas qu'il est occupé de faire ça depuis 5 milliards d'années. Si c'était beaucoup plus facile, eh bien, il y a déjà très longtemps, évidemment, qu'il aurait fait toutes les transformations. Et donc, ce serait fini. Le Soleil serait déjà mort depuis longtemps. C'est parce que, justement, cette interaction est difficile qu'elle est à l'œuvre depuis 5 milliards d'années et elle va continuer encore à peu près 5 milliards d'années. Et tout ceci est beaucoup plus grand que la gravité. Donc ça, c'est la plus faible des 4 interactions fondamentales. Pour vous montrer que l'interaction faible est vraiment très faible, vous pouvez regarder par exemple quelle est la probabilité qu'un neutrino interagisse avec la matière. Donc imaginez, je vais prendre un neutrino qui a une énergie de 1 MeV. Et vous prenez une certaine quantité de matière, et je demande quelle quantité de matière je dois mettre ici pour qu'à la sortie, j'ai encore une chance sur 2 que le neutrino n'ait pas interagi. C'est une particule neutre, ça veut dire en fait, comme le photon, comme le neutron, qu'il traverse la matière,
et c'est un phénomène probabiliste. Ou bien il interagit, ou bien il n'interagit pas. S'il n'a pas interagi, il va plus loin, et puis on repose la question. Est-ce que j'interagis, est-ce que j'interagis pas? Et ainsi de suite. Donc, il est possible qu'après une certaine épaisseur, il me reste encore la moitié des neutrinos incidents qui n'ont toujours pas interagi. Eh bien, l'épaisseur que vous devez mettre ici, c'est 10 exposant 12 fois le diamètre de la Terre. Vous imaginez. Quelques mots sur l'énergie de liaison nucléaire. Je vais prendre un élément x, a, z, n, et je regarde non pas la masse, mais l'énergie de masse de ce noyau. Donc je vais écrire que la masse de ce noyau multiplié par c carré. Donc comme ça j'ai bien l'énergie de masse de ce noyau. C'est quoi? C'est la somme évidemment des énergies de masse de tous les constituants. Donc j'aurai Z fois la masse du proton multiplié par c carré, plus n fois l'énergie de masse d'un neutron. Jusqu'à présent, en fait, j'ai ici une collection de protons et de neutrons que j'ai mis côte à côte, mais qui ne sont pas liés, ils sont indépendants. Or, si vous avez réussi à former un noyau lié, ça veut dire que la masse de l'ensemble doit être plus petite que la masse des constituants. Donc ici, en fait, vous soustrayez l'énergie de liaison, avec comme convention que si cette énergie de liaison est positive, ça veut dire effectivement que le noyau est lié, tandis que si l'énergie de liaison est négative, ça veut dire que le système est non lié. Prenez par exemple l'hydrogène lourd, donc H2, souvenez-vous, ceci c'est simplement un proton et un neutron. Faites le calcul de ceci et vous allez voir que l'énergie de liaison du deutérium est égale à 2,224 millions d'électronvolts. Quand on vient de la physique atomique, évidemment, ceci est vraiment impressionnant. On ne travaille plus avec des électronvolts ou des dizaines d'électronvolts. Cette fois-ci, on est dans les millions d'électronvolts. Et encore, je n'ai pas pris un bon exemple parce qu'il se fait que justement, le deuton n'est pas fortement lié. En général, on a des énergies de liaison qui sont de l'ordre de 8 à 10 MeV parfois. Donc, ça veut dire en fait que si vous faites cette réaction, je prends un proton plus un neutron que j'envoie l'un sur l'autre, mais même sans donner d'énergie cinétique. Je prends un neutron très lent, par exemple, que j'envoie sur une cible d'hydrogène. Eh bien, en fait, je pourrais ici créer un deuton et je dois me débarrasser justement du trop-plein d'énergie, donc de ces 2,224 MeV. Donc, j'aurai ici un deuton plus un photon et l'énergie de ce photon sera donc de 2 MeV 224. Je peux évidemment faire l'inverse également. Je peux prendre un photon énergétique que j'envoie sur un deuton et ceci va briser le deuton. Donc je me retrouve maintenant à la sortie avec deux particules séparées, un proton et un neutron. Mais ceci ne pourra se faire que si l'énergie du photon est bien sûr supérieure à 2 MeV 224. Plus intéressant que ce concept global, vous voyez en fait que si je prends un noyau qui devient de plus en plus lourd, forcément l'énergie de liaison deviendra de plus en plus grande. Mais ce qui est encore plus intéressant,
c'est de regarder l'énergie de liaison moyenne par nucléon. Donc, chaque nucléon dans un noyau est attaché par quelle quantité d'énergie à l'ensemble du noyau. C'est ce que je vais montrer dans le graphique suivant. Donc ici, en fait, vous avez l'énergie de liaison globale du noyau, mais que je divise par le nombre de nucléons. Donc c'est bien l'énergie de liaison par nucléon. Et ceci, je le fais en fonction du A, à travers toute la table des nucléides. Alors vous voyez que les noyaux très légers, en fait, les nucléons sont relativement peu liés. Vous voyez justement le deutérium pour lequel j'ai fait le calcul. Souvenez-vous, j'avais 2 MeV22, mais comme ici on travaille par nucléon, je dois diviser ça par 2. Ça me donne 1,1. Ici, vous avez l'hélium 4, le carbone 12, l'oxygène 16. Donc vous voyez qu'en gros, à part ces petits pics qui apparaissent, vous avez une tendance à avoir une énergie de liaison qui devient de plus en plus forte. Ça veut dire en fait que si vous prenez 2 noyaux légers et que vous les mettez ensemble pour faire un noyau plus lourd, le noyau plus lourd sera plus léger que la somme des masses des deux noyaux d'origine. Et après ça, donc après avoir atteint ici un maximum du côté du fer, c'est là que nous avons en fait l'énergie de liaison la plus importante. Après ça, ça décroît. Et quand on est à l'uranium, on est ici. Donc vous voyez de nouveau que l'uranium est plus lourd que 2 noyaux que j'obtiendrais si je cassais cet uranium en 2. Donc j'ai tout intérêt à casser cet uranium en 2 noyaux plus légers. Ceci va me dégager de l'énergie. Donc les processus justement qui reviennent à casser un noyau lourd en 2 noyaux plus légers, c'est ce qu'on appelle le processus de fission. Ça, c'est ce qu'on obtient avec les réacteurs nucléaires actuels. C'est aussi évidemment ce qu'on a utilisé dans ce qu'on appelle la bombe à l'uranium ou bien au plutonium. De l'autre côté, je l'ai déjà dit il y a quelques minutes, j'ai tout intérêt à prendre 2 noyaux légers pour former un noyau plus lourd. Ça, c'est de la fusion. Eh bien, c'est ce que font toutes les étoiles. Prenez par exemple notre Soleil. Au départ, il était essentiellement fait d'hydrogène et il est en train de transformer son hydrogène pour en faire de l'hélium. Après ça, il pourra encore transformer son hélium pour faire du carbone 12. Et dans le cas du Soleil, c'est tout. Après, il ne pourra pas aller plus haut pour des raisons que je n'ai pas le temps d'expliquer. Vous voyez, oui, donc cette fusion se fait dans les étoiles. C'est aussi ce qu'on a réussi à faire, évidemment, quand il s'agit de démolir, l'homme est toujours fort. C'est ce qu'on a réussi à faire avec la bombe H. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec un réacteur que l'on appelle thermonucléaire. Donc, on essaie de faire à l'échelle d'un laboratoire, de faire exactement la même chose que font les étoiles. Mais ceci est très, très difficile. On est toujours au stade expérimental depuis des dizaines d'années et on ne sait toujours pas si on va y arriver un jour. Si on y arrive, en tout cas, ce serait très très bien parce que là, on aurait une indépendance énergétique qui serait énorme. En effet, le combustible essentiellement reviendrait à du deutérium et le deutérium, on en a plein dans les océans. Donc, on n'aurait plus aucun problème d'approvisionnement en combustible. Et en plus, c'est un réacteur qui est propre, qui ne fait pas de déchets. Mais vous voyez que ce processus de fusion a une fin. En effet, donc les étoiles essaient toujours
de créer des noyaux de plus en plus massifs. Ceci est exothermique. Mais quand vous arrivez au fer, si vous essayez d'aller plus loin, ça devient endothermique. Et donc là, c'est l'impasse. Une étoile qui arrive à avoir un cœur en fer, à ce moment-là, donc, ne peut plus aller plus loin, et ceci va donner une supernova. Ça veut dire en fait que cette étoile va subir d'abord une implosion, suivie immédiatement d'une explosion terrible. C'est un cataclysme dans l'espace, mais c'est ce qui crée, entre autres, lors de ce cataclysme, on arrive à créer toutes sortes d'éléments plus lourds. Bien, quelques mots pour compléter ceci, quelques mots sur le problème des déchets nucléaires que l'on obtient avec un réacteur. D'où cela vient-il? Maintenant, vous êtes à même de comprendre le problème. Je vais reprendre le tableau des nuclides. Nous partons ici de l'uranium 238, ou plutôt de l'uranium 235 quand on fait de la fission. Okay? Et regardez, ici, donc j'ai évidemment 0, 0. Je prends la ligne droite entre les deux. Donc vous voyez que tous les éléments qui se trouvent sur cette ligne ont la même fraction de protons et de neutrons. Et donc vous voyez le problème, c'est que quand je casse un noyau très lourd, tel que l'uranium 235 par exemple, en deux fragments plus légers, il se fait de nouveau pour des raisons que je n'ai pas le temps d'expliquer, que la cassure ne se fait pas en deux parties égales. En fait, on crée un groupe qui a une masse de 100, donc vous allez former ici des noyaux qui se trouvent ici, et l'autre est plutôt aux alentours de 140, donc ici. Mais vous voyez, et cette cassure, évidemment, ne se fait pas toujours de la même manière. Il y a des fluctuations autour d'une certaine masse. Et donc, vous voyez qu'en fait, en ayant créé ces noyaux ne sont pas sur la ligne de stabilité. Donc, ils vont subir des désintégrations bêta, des désintégrations bêta pour revenir sur la ligne de stabilité. Et c'est ça le problème des déchets nucléaires. Il se fait que certains de ces noyaux radioactifs que vous avez créés vont se désintégrer très rapidement, en quelques heures, quelques jours, même quelques mois, peu importe. Ces éléments sont toujours dans le réacteur nucléaire, et tant mieux à la limite. Donc ils participent encore dans la désintégration à dégager encore de la chaleur. Mais ça devient problématique si les noyaux que vous avez créés ont des temps de vie qui sont maintenant de l'ordre de 10 ans, 100 ans, 1000 ans, 10 000 ans. Parce qu'entre-temps, bien sûr, on aura retiré le combustible du réacteur, parce que le combustible est épuisé, mais il contient justement tous ces déchets, et il faut bien stocker ces déchets. Ça va? Je m'aperçois en disant ceci que j'ai oublié de vous montrer un petit graphique précédemment. Voilà. Ici, vous voyez, j'ai pris tous les isobars de masse 65. Vous avez ici en hauteur, c'est une échelle en masse. Le 0 a été mis de manière assez arbitraire. Vous voyez que le plus léger d'entre eux, c'est le cuivre 65. Ici, vous avez Z qui augmente vers la droite. Donc, à droite de ça, vous avez le zinc 65, puis vous avez le germanium ou le gallium. Excusez-moi, la qualité n'est pas très bonne. Et puis, c'est l'autre. Attendez, je vais essayer de reprendre l'original. Oui, c'est le gallium ici, c'est le germanium là-bas. Et donc, si vous créez un germanium 65, eh bien, par désintégration bêta+, il va se transformer, vous voyez, en 31 secondes, il va devenir du gallium, et ce gallium, en 15 minutes, va se transformer en zinc. Le zinc lui-même va se transformer en cuivre en 244 jours. Et vous avez le même phénomène si vous avez créé au départ ici
du cobalt-65, le cobalt va devenir du nickel, qui lui, après, va devenir de nouveau du cuivre. Donc, quand vous arrivez au cuivre, ça veut dire que vous avez rejoint la ligne de stabilité, donc vous avez l'élément le plus léger de masse 65, et donc, forcément, il est stable. Bien, nous allons parler maintenant de la radioactivité et de la population d'une source radioactive. Donc, imaginez qu'au départ, j'ai exclusivement des noyaux de type A qui vont devenir des noyaux de type B plus l'émission de particules. Donc, je vous redonne de nouveau deux exemples que j'ai déjà cités. J'ai l'uranium-238 qui se transforme en thorium-234 plus une particule alpha. Ou encore, je prends de l'azote 13 qui devient du carbone 13 plus un positron plus un neutrino. Je vais prendre n de t comme étant le nombre de noyaux A encore en vie à l'instant t. Et de la même manière, bien sûr, n de 0, que je vais noter en abrégé n indice 0, c'est le nombre de noyaux au départ, c'est-à-dire en t égale 0. Et je cherche maintenant l'évolution justement de cette population. Donc je vais regarder le changement de population pendant un temps infinitésimal. Donc prenez un dt infinitésimal et je regarde le changement correspondant de la population, dn. Que puis-je dire de dn? Bon, première chose évidente, de toute façon, c'est que c'est un nombre négatif. En effet, la population ne peut faire que décroître, elle ne va pas augmenter. Ce qui est évident aussi, c'est que ça doit être proportionnel à dt. En effet, si vous regardez combien de noyaux A vous avez perdu pendant 1 nanoseconde ou pendant 2 nanosecondes, forcément, 2 nanosecondes, vous aurez perdu 2 fois plus que par rapport à 1 nanoseconde. Il est évident aussi que ça doit être proportionnel à la population qui existe à ce moment-là. Donc ça, ce sont deux facteurs tout à fait évidents. Maintenant, si vous écrivez cette équation-là et que vous faites cette opération pour des uranium-238, pour des azote 13, pour du lithium-6 excité, à chaque fois, vous allez obtenir un nombre dn qui sera différent. Ça veut dire en fait que j'ai besoin ici d'un paramètre qui dépend du type de désintégration que vous avez. Ceci, on le note lambda. Donc lambda, c'est ce qu'on appelle la constante radioactive. Mais faites attention qu'elle n'est constante que pour un mode bien précis. Donc c'est une fonction de A et de B. Pour une autre espèce, pour un autre type, vous aurez évidemment une autre constante. Si on regarde, si on gratte un petit peu et qu'on essaie de trouver un sens profond à lambda, eh bien on s'aperçoit que lambda, c'est la probabilité de désintégration par unité de temps. Bien, maintenant, il faut résoudre cette équation différentielle. On a fait cette opération récemment, souvenez-vous, quand on cherchait le nombre de photons qui avaient survécu en rentrant dans la matière après avoir parcouru une distance x dans la matière. C'est exactement la même opération mathématique. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous faites passer n de t de l'autre côté, vous allez avoir ici dn sur n,
et là-bas, il va vous rester moins lambda dt, et vous intégrez les deux côtés. Je vous donne tout de suite la solution. Vous avez n de t est égal à n0 e moins lambda t, que l'on note encore sous la forme n0 e moins t sur tau. Tau est donc égal à 1 sur lambda, c'est ce qu'on appelle le temps de vie. Je reprends ceci et je vous montre l'évolution de la population. Donc vous avez le temps dans ce sens-là, et ici vous avez n0. Donc vous avez en fait l'évolution de la population, n de t ici, qui suit cette exponentielle décroissante. Alors je vous rappelle, comme je l'avais fait justement quand on a vu de nouveau le nombre de photons résiduels après une épaisseur x, le sens de tout ça et comment on peut retrouver ces paramètres graphiquement. Pour avoir la valeur de taux, eh bien ce que vous faites, c'est prendre la sous-tangente à l'exponentielle à l'origine, regarder en fait où elle croise l'axe des abscisses, c'est exactement ici à taux. Et là, de nouveau, il vous reste N0 divisé par E, c'est-à-dire 37% des noyaux d'origine. Et de nouveau, j'insiste, c'est une propriété répétitive, donc si vous recommencez le petit jeu, vous prenez la sous-tangente, vous allez arriver ici à 2 taux, puis 3 taux, et ainsi de suite. De nouveau, certaines personnes n'aiment pas de travailler avec cette exponentielle, et donc ils préfèrent une autre formulation. On peut également écrire, ça revient strictement au même, que n de t, c'est n0 multiplié par 1 demi t sur t1 demi. Le paramètre ici t1 demi, c'est ce qu'on appelle la période ou encore la demi-vie. Vous remarquez en fait qu'il y a un grand parallélisme, de nouveau au point de vue des formules, entre la décroissance ici d'une source radioactive et le nombre de photons résiduels après avoir traversé une certaine épaisseur. Ici, là où nous avons taux, nous avions dans le chapitre précédent x0. Je vous rappelle que la loi était n de x est égal à n0 e moins x sur x0. Et donc, vous remplacez taux par x0 ou l'inverse, et de la même manière, t1 demi joue le rôle que jouait la couche de demi-atténuation. En effet, de nouveau, par définition de ce temps 1 demi, regardez bien ici, quand t est égal à t1 demi, ça veut dire que j'ai un exposant 1, donc n de t est égal à n0 divisé par 2. Donc, si je dessine ceci, regardez, quand j'obtiens 0,5, je suis là, et maintenant vous abaissez la verticale, vous arrivez ici à, de nouveau, t1 demi est égal à 0,693 fois taux. Deux exemples concrets que j'ai déjà cités. Si vous prenez l'uranium 238 a une période qui est égale à 4,9 10 exposant 9 années, et l'uranium 235
à une période, lui, de 700 millions d'années. Si vous regardez à l'heure actuelle les pourcentages de l'un et de l'autre, eh bien, il se fait que dans l'uranium que vous trouvez dans la nature, l'uranium 238 constitue 99,3% de l'uranium naturel. Et donc, le reste, en fait, c'est l'uranium 235. On n'a plus que 0,7%. C'est fort dommage parce qu'en fait, c'est lui qui est utile, notamment dans les réacteurs nucléaires. Tandis que l'uranium 238, bon, il a des applications concrètes, mais il est nettement moins intéressant. Ce qui est amusant, c'est que si on prend tous les modèles de nucléosynthèse, on s'aperçoit en fait qu'ils s'accordent sur le fait que lors de la création des éléments qui constituent le système solaire, on a tout lieu de penser que l'uranium 238 et l'uranium 235 étaient en quantité égale. On avait autant de chacune de ces deux espèces. Mais regardez bien la période. 4,9 milliards d'années pour l'uranium 238, 700 millions d'années pour l'uranium 235. Ça veut dire que l'uranium 235 disparaît beaucoup plus vite que l'uranium 238, au point qu'actuellement, justement, on obtient ces proportions. Eh bien, on peut justement faire le calcul à partir de là, et toujours avec l'hypothèse de départ qu'au départ, ils étaient en quantité égale, il y a moyen de dater. Donc, quand a eu lieu le cataclysme qui a donné lieu finalement aux éléments du système solaire? Et on arrive à quelque chose qui approche les 5 milliards d'années. Bien, un dernier point concernant cette radioactivité. Quand on a une source, on aime bien justement de savoir quelle est la puissance de cette source, c'est-à-dire finalement quelle est l'activité de la source. C'est quoi l'activité de la source? Ce n'est rien d'autre que le nombre de désintégrations par unité de temps. Donc, si vous prenez une population qui obéit à n de t est égal à n0 e moins t sur tau. Ou encore, si je prends l'autre écriture, n0 e moins lambda t. L'activité de la source, que l'on va noter simplement A de t, c'est quoi? C'est forcément le nombre de désintégrations par unité de temps. Donc, c'est l'évolution de cette population. Donc, j'ai besoin de dn de t sur dt. Je n'ai qu'à faire la dérivée. Attention à une petite subtilité près, c'est que dn sur dt, je sais que ça va me donner un nombre négatif. En effet, la population baisse. C'est un nombre négatif, oui, mais quand moi je parle d'activité, comme c'est un nombre de désintégration, c'est un nombre positif. Donc, à la main, ici, je dois mettre un signe moins. Et donc, si vous faites maintenant cette opération avec la connaissance justement de n de t, vous obtenez lambda n0 e moins lambda t. Ou encore donc lambda n0 e moins t sur tau, que je peux encore noter sous la forme A0 e moins t sur tau. Avec A0, qui forcément est donné par lambda n0, c'est l'activité à l'origine. Oui, si je note encore ceci sous la forme n0 sur tau, donc vous voyez en fait ce que j'ai comme ingrédient dans cette activité à l'origine. D'une part, bien sûr, c'est logique, ça dépend de la population de noyaux qui doivent se désintégrer, mais c'est aussi, ça varie comme 1 sur tau. Donc il est clair que si le temps de vie est court, vous aurez une activité initiale qui sera très importante.
mais ça veut dire que la source ne va pas vivre très longtemps, hein, puisque tau étant petit, cette exponentielle va chuter très rapidement. Alors, quelles sont les unités quand on parle d'activité? Bien, légalement, de nos jours, nous sommes obligés d'utiliser l'unité du système international. Et donc, si je reprends la définition, l'unité, c'est une désintégration par unité de temps, c'est-à-dire par seconde. Ceci a reçu un nom, c'est ce qu'on appelle un becquerel. Et le symbole, c'est 1, B majuscule, Q minuscule. Donc, dans tous les textes légaux, par exemple, on est obligé de s'exprimer en becquerel. Malgré tout, en fait, on utilise toujours des unités pratiques. Et la seule unité pratique intéressante, c'est une curie, dont le symbole est un C majuscule, I minuscule. Qu'est-ce que c'est qu'une activité de une curie? C'est 3,7 10 exposant 10 désintégrations par seconde. Vous allez dire, mais d'où vient ce nombre biscornu? Pourquoi avoir pris ça comme unité? Eh bien, en fait, ça a été pris parce que c'est l'activité que vous obtenez si vous avez une source toute fraîche contenant 1 gramme de radium 226. Donc, 1 gramme de radium 226 vous donne 3,7, donc 37 milliards de désintégration par seconde. Donc, souvent, en fait, quand vous avez une source, si vous l'exprimez en curie, ce n'est pas effrayant. Vous avez une source, par exemple, qui fait un microcurie, vous dites, ah, un micro, ça peut pas être bien dangereux. Hein, mais des microcuries, vous voyez que ça fait encore quelques dizaines de milliers de désintégrations par seconde. Alors que si justement vous l'exprimez en becquerel, hein, même une source petite, c'est directement 10 000, 100 000 désintégrations par seconde, ça devient vite effrayant. Donc il faut se méfier parfois dans la littérature ou dans la conversation. Ça dépend si on veut justement calmer ou rassurer les gens, on s'exprime en curie. Si on veut les effrayer, on s'exprime en becquerel. Bien, voici ce que je voulais dire sur donc cette introduction à la physique nucléaire. Et maintenant, en fait, nous sommes armés pour comprendre comment marche la caméra à positron. Je vais faire une pause ici, ce sera l'objet de la prochaine vidéo.